Bonjour, bienvenue au Hub des Territoires, qui est le lieu d'échange et de développement de la Banque des Territoires. Je m'appelle Joël Voissière et je suis directeur de projet au pôle stratégie et transformation de la Banque des Territoires, où je m'occupe notamment des questions d'éducation et de formation. Je suis ravi de vous accueillir ici et à distance pour ce regard croisé et si nous imaginions l'école de demain. Tout d'abord, quelques mots sur le Hub des Territoires. C'est un dispositif qui nous permet de rassembler nos partenaires et acteurs des territoires, qu'ils soient publics ou privés, que ce soit à distance ou en présentiel, autour d'événements, d'ateliers, de résidences. Notre mission collective, c'est d'inspirer, de concrétiser les réussites territoriales comme aujourd'hui. Ne manquez pas de vous inscrire à la newsletter du Hub, qui est en lien dans le chat, ni de découvrir nos prochains événements, et je pense notamment à celui du 17 mars, qui est un sujet sur l'adaptation au changement climatique. Les villes cherchent leur respiration, confort d'été et lutte contre les îlots de chaleur, malheureusement un thème d'avenir. Aujourd'hui, nous allons parler de l'école de demain. C'est un thème d'importance dans tous les sens du terme. En effet, les établissements scolaires représentent la moitié du patrimoine des collectivités territoriales. C'est 150 millions de mètres carrés auxquels elles comptent dans 60 000 établissements, auxquels elles consacrent à environ 8 milliards d'euros par an. Dans ces 60 000 écoles, collèges, lycées, ce sont près de 13 millions d'élèves chaque jour qui les fréquentent et plus d'1 million de personnels enseignants et non enseignants. Et donc l'entretien, le renouvellement de ce patrimoine comporte de nombreux enjeux pour les collectivités. Ce sont des enjeux de sécurité, je pense à l'intrusion mais aussi aux questions sanitaires. Ce sont des questions de confort, je pense notamment, mais il y en a d'autres, à l'air et à la lumière. C'est la question de l'adaptation aux nouvelles pratiques pédagogiques. C'est aussi le gros sujet de la transition numérique et de la mise en place d'une école hors les murs qui, d'objectifs ambitieux, est malheureusement devenue une nécessité avec la crise sanitaire. C'est pourquoi, depuis 2-3 ans, nous travaillons sur cette question de façon transversale au sein de la BDT, en lien avec nos partenaires, que sont évidemment l'État, les collectivités territoriales, mais aussi les entreprises. Et nous essayons de construire des offres plus complètes sur ces questions de bâti scolaire qui vont de l'ingénierie au financement, et pas seulement sur la rénovation thermique, même si nous sommes très allants sur cette question, puisque je vous rappelle que dans le grand plan d'investissement, la Banque des Territoires a inscrit 2 milliards sur la question de la rénovation thermique des bâtiments publics. Mais nous inscrivons aussi dans une vision 360 degrés du bâti scolaire, qui prend en compte tous les aspects qui importent pour les usagers et pour toutes les parties prenantes. Et nous avons évidemment un gros focus sur le numérique et l'innovation, qui est notamment porté dans le rôle d'opérateur que nous avons auprès de l'État dans le cadre des programmes d'investissement d'avenir. L'ensemble de ces travaux nous ont amené à porter une vision de l'école qui est une école durable, attractive, inclusive et connectée. Et à partir de là, nous avons créé un espace thématique sur notre plateforme banquedetterritoires.fr qui s'appelle, nous avons nommé la fabrique de l'école de demain. C'est un espace dans lequel vous trouverez des contenus. On a mis une dizaine de fiches méthodologiques, des retours d'expérience, des liens sur des sites de partenaires, et puis un service en ligne, Mondiag École, qui vous sera présenté tout à l'heure. Et nous avons aussi référencé un certain nombre de start-up, et vous verrez que nous allons insister sur ce point. C'est un dispositif qui est en évaluation permanente et en évolution. C'est-à-dire que les retours que vous pourrez nous faire sont importants, il n'est pas définitif, il est amené à évoluer. C'est pour ça que nous sommes heureux que vous soyez si nombreux ce matin. En tout cas, vous êtes inscrits, je n'ai pas le compte de ceux qui sont connectés, mais on m'a dit que oui, vous êtes nombreux. C'est formidable. Alors, nous allons faire 3 temps dans cette séquence de regards croisés. Le premier portera sur les acteurs de terrain, notamment 2 collectivités locales, puis sur les acteurs nationaux, voir un peu comment le ministère et la Banque des Territoires accompagnent l'émergence de cette école de demain, et puis des solutions, des gens qui travaillent au niveau de start-up, à proposer des solutions innovantes sur ces questions de bâti scolaire. Alors, nous allons
peut-être sans attendre, attaquer le premier regard croisé. Là, nos interlocuteurs sont à distance. Mais je suis très heureux d'accueillir Jean-Marie Cochet et Sandrine de Ternay, qui sont responsables dans des services de collectivité territoriale. Alors, je vais peut-être interroger... Voilà, je vois que Jean-Marie Cochet apparaît. Bonjour Jean-Marie Cochet, vous êtes directeur de l'éducation de la ville de Brest, mais vous êtes aussi représentant de l'ANDEV. J'aimerais que vous nous expliquiez d'abord ce que c'est que l'ANDEV et puis ensuite un petit peu quelle est votre vision de l'établissement scolaire de demain, de l'école de demain sur lequel vous, je crois, vous travaillez beaucoup. Oui, bonjour, merci pour l'invitation. Donc vous l'avez dit, hein, vous m'entendez bien? Ouais. Je suis là, moi, à titre que de la ville de Brest, de la métropole de Brest, qu'au titre de l'ANDEV, donc association des directeurs et cadres de l'éducation dans les collectivités territoriales. Donc un réseau qui est très actif, hein, c'est le cas dans notre domaine, mais dans le domaine de l'éducation, on se parle beaucoup. Il se trouve que depuis 2 ans, une certaine crise sanitaire fait qu'on se parle particulièrement beaucoup et qu'on a besoin de beaucoup échanger. Donc c'est voilà, une association professionnelle qui est assez active à la fois dans le réseau et puis dans le lien avec les élus au niveau national pour travailler sur les questions d'éducation et participer au débat comme on essaie de le faire là ce matin. Peut-être oui, quelques mots, le sujet est vaste, mais je vais être très synthétique pour laisser aussi et ma collègue et puis éventuellement des questions. Si vous voulez, je pense sur la question de l'école de demain, on a 2 approches du sujet, une approche de fond et une approche de méthode, et les 2 sont importants. Je vais revenir sur la méthode, mais sur le fond, qu'est-ce que c'est l'école de demain? À notre niveau, direction de l'éducation de collectivité territoriale, on voit 4 grands sujets. Un premier, c'est l'école, pas de demain, mais l'école du mois prochain, c'est la réouverture des écoles, quoi. C'est-à-dire qu'on est passé d'une école place de village, école ouverte. Les attentats nous ont amenés à créer des écoles plutôt forteresses, et l'école de demain, ça va être justement celle qui trouve l'équilibre entre ces 2 pôles, quoi. Comment on va trouver une nouvelle façon de fonctionner, donc avec des questions qu'on se pose tous dans les collectivités territoriales, avoir des salles accessibles directement de l'extérieur et isolées du reste du bâtiment pour pouvoir permettre un usage associatif, quelle place on laisse justement aux associations de parents d'élèves et plus largement à la cité dans l'école. Première question, la réouverture des écoles et comment on peut la traiter. La deuxième question, c'est le numérique, évidemment. Quand on pense à l'école de demain, on pense évidemment à la question des équipements numériques. Je ne vais pas faire l'insulte de dire à tous les collègues qui sont là autour qu'il y a évidemment plusieurs aspects, hein, l'aspect outil pédagogique, l'aspect outil de travail pour les professionnels qui travaillent dans l'école, et l'aspect aussi relation avec la communauté éducative, les parents. Tout ça, c'est des aspects du numérique. Le gros enjeu en termes d'école bâtimentaire, j'allais dire, c'est comment est-ce que on prévoit la mutabilité, quoi. C'est-à-dire comment on équipe les écoles tout en sachant que les usages vont beaucoup évoluer. Donc il y a des choses évidentes, câbler l'ensemble des écoles, des salles de classe, c'est juste qu'on fait tous maintenant. Mais salle informatique, pas salle informatique, matériel mobile, pas matériel mobile, voilà, ce sont des choses évidemment qui sont les réflexions qu'on se pose au quotidien. Troisième sujet, la transition écologique, à la fois dans l'aspect bâtimentaire, on construit plus des écoles aujourd'hui comme on les construisait avant et on les construira plus demain comme on les construit aujourd'hui. Donc comment est-ce qu'on prévoit des matériaux, des procédés de construction qui permettent de prendre notre part dans la transition écologique. Et puis derrière, la question pédagogique, toujours hein, qui nous tient à cœur, un bâtiment, c'est pas qu'un bâtiment, c'est aussi un support éducatif. Et donc, comment la conception de nos cours d'école, de nos bâtiments, permet d'asseoir un discours pédagogique autour de l'écologie aussi, quoi. Puis dernier aspect, j'essaie d'être très synthétique, hein, mais l'école inclusive, on pense toujours évidemment à la question du handicap. La question du handicap ne se résume pas à la question de l'accessibilité de nos bâtiments. La conception de nos cours d'école, par exemple, on est beaucoup à travailler là-dessus. Comment est-ce qu'on permet à des enfants avec des troubles autistiques de se sentir en sécurité dans une cour d'école? Comment on pense les espaces pour accueillir l'ensemble des enfants? Ça, c'est sur le fond, et puis je dis en 2 mots sur la méthode, parce qu'il me semble qu'elle est importante aussi, on n'y pense pas toujours. Aujourd'hui, la façon de concevoir des écoles, elle se fait dans un schéma de construction de bâtiments où il y a une étape de programmation, on consulte les usagers.
et où après les architectes font leur travail et à la fin on explique aux gens que voilà le bâtiment dans lequel ils vont vivre quoi, et travailler. Bon, ça c'est sûr je pense qu'on réfléchit tous à comment au-delà de l'étape de programmation, à d'autres moments de la construction d'un bâtiment, on peut associer des usagers pour venir travailler sur différents aspects, les aspects extérieurs, les aménagements intérieurs, qui permettent voilà, de ne pas être dans une approche trop descendante quoi, de la construction publique. J'élargis un peu le sujet. Et puis pour finir, qui on associe à la conception des écoles. Là, pour le coup, je vais parler un peu pour ma paroisse à Brest. On essaye là, de développer énormément la participation des enfants à la conception de leur école, aussi bien sur des projets de réhabilitation que sur des projets de construction, quoi. C'est pas simple, voilà, c'est des méthodes nouvelles pour aller chercher la parole d'enfants sur des choses qui peuvent être un peu abstraites quand on parle de construire une J'allais vous école, dire, donc c'est des choses qui se comment est-ce travaillent. que vous faites concrètement? Là, sur ce sujet-là, concrètement, si vous voulez, il y a déjà l'étape de programmation, elle est quand même malgré tout importante. Donc, comment est-ce qu'on va chercher, tout dépend des tranches d'âge, mais un exemple très concret, on travaille là sur un projet nouvelle école et donc sur les cours d'école. On va chercher en fait avec des images, des pictogrammes, la parole d'enfants pour leur demander, ben voilà, quelle est votre école idéale, quel est votre cours d'école idéal. Et comme ça, on arrive par l'image à leur faire, y compris travailler sur des maquettes, sur des A3 sur lesquels ils font des plans un peu idéaux. Et ça, c'est des choses qui viennent nourrir après la réflexion des équipes d'architecture derrière, quoi. Voilà. Ça, c'est un exemple. Puis après, on peut les faire travailler aussi sur le mobilier, les aménagements de leur classe, par exemple. Ça, c'est des choses qui peuvent se faire à différentes étapes du projet, quoi. Voilà, pour être très synthétique sur le sujet et puis laisser évidemment la discussion se faire. Ok, merci beaucoup. Donc, je vais me retourner vers Sandrine Deternay. Sandrine Deternay, Oui, bonjour. bonjour. Vous êtes responsable des finances de la commune d'Albertville. C'est à partir d'un diagnostic énergétique lancé en 2018 sur les bâtiments municipaux que vous avez pu prendre la mesure des besoins de rénovation des 12 établissements que gère votre ville. À partir de là, vos élus ont souhaité qu'un schéma directeur de rénovation des écoles soit établi. Vous avez également travaillé sur la mise en place de cours d'école résilientes ainsi que sur la gestion des déchets. Vous avez fait partie du groupe de travail qui a co-construit notre outil en ligne Mondiag École. Vous lancez d'ailleurs une rénovation 360 sur une grosse école en QPV. Est-ce que vous pouvez nous raconter tout ça en 7 à 8 minutes? Oui, volontiers. Donc, on a effectivement participé à une démarche de réflexion en 2017 avec la Caisse des dépôts et l'ADEME, enfin la Banque des territoires, un groupe Caisse des dépôts, qui nous ont accompagnés pour réfléchir sur la partie énergétique, mais également financière et juridique, pour savoir comment les collectivités, avec peu d'argent, pouvaient massifier leur intervention sur le bâti et réduire leur consommation énergétique. Donc, on a réalisé dans ce cadre-là un audit approfondi des 20 bâtiments les plus énergivores de la commune, dont toutes les écoles. Et ce qui en est ressorti était logiquement un plan priorité école, parce que c'est vraiment le cœur de métier des collectivités, en tout cas des communes. Ce plan prioritaire, il portait sur 8 millions de travaux et un gain estimé des priorisations qui nous étaient proposées de 240 000 € par an. Suite à ça, on est intervenu sur 2 toitures en urgence en 2017, donc avant de pouvoir réagir, parce qu'on a des gros soucis sur ce type d'éléments patrimonial. Et pour ne pas agir que dans l'urgence, on a lancé en 2020 une étude de schéma directeur des écoles pour aller plus précisément vers la définition de notre plan d'action. Parce qu'on avait déjà des éléments, mais il y avait tout un panel d'actions possibles. Il fallait prioriser ça. Et on a notamment lié l'approche énergétique à l'approche fonctionnelle. Donc, en se tournant un peu comme les collègues de Brest vers les utilisateurs. Alors, on a certainement moins associé des enfants, mais beaucoup les instituteurs et les familles et tous les services qui tournent autour de l'école, notamment le périscolaire. Et donc, ce schéma directeur a permis de faire un diagnostic 360. Avec ce diagnostic, on intervient à partir de cette année sur 2 grosses écoles
pour un total de 10 millions d'euros de travaux. Il y a notamment sur une des plus grosses écoles de la ville et même du département, qui est en quartier prioritaire, le premier marché global de performance énergétique qui va être lancé pour 8,5 millions de travaux. Donc c'est la plus grosse école la plus grosse opération du mandat. On a lancé aussi en parallèle un programme de cours d'école résiliente. Alors, je fais écho aussi avec ce que disait M. Cochet tout à l'heure. Partie transition énergétique, on s'est aussi intéressé à l'inclusion des filles et des handicapés dans cette cour d'école, parce qu'on avait ce souci. Souvent, les garçons monopolisent les cours avec des grands terrains de football et les autres n'ont pas accès à la cour de l'école, ou très peu. Donc, on est parti sur ce schéma-là, avec 120 000 euros par an, pour vous donner une idée de ce que ça représente. Un plan de numérisation et d'équipement informatique pour 450 000 euros en 3 ans. Parce qu'on n'était pas très en retard en termes d'équipement, mais pas en avance du tout en termes de câblage. Et puis, il y a une unité autisme qui a été ouverte sur la ville pour tout le territoire et qui a normalement vocation à s'étendre. Alors ça, c'est la partie énergétique. Si j'ai encore quelques secondes, je peux vous parler de la partie juridique et financière, puisque avec l'aide de la Banque des Territoires et de l'ACET, on a réfléchi à cet aspect des choses. Comment est-ce que juridiquement on monte les dossiers? Grâce à leur expertise, on a abouti à l'adhésion à la SPLOZ, c'est une société publique locale régionale qui est très réputée en Auvergne-Rhône-Alpes pour son expertise en matière de rénovation des bâtiments, énergétique, qualité environnementale, inclusion de l'économie locale dans les travaux et approche 360 sur les besoins fonctionnels. Grâce au groupe projet du travail réalisé dans le cadre de l'AMI, on a découvert le processus Intracting de la ville de Stuttgart qu'on a appliqué depuis 2019 et qui nous permet de recycler nos économies d'énergie, de les flécher exclusivement vers des mesures d'économie d'énergie qui elles-mêmes remboursent les fonds qu'on met à leur disposition. Et en termes d'enveloppe, c'est 850 000 euros dans les prochaines années, en 3-4 ans. Donc, c'est quand même pas négligeable. On a introduit des amortissements dérogatoires des travaux de rénovation énergétique que l'on a pu réaliser. On a mutualisé un agent à la recherche de subventions, notamment avec l'agglomération. Et si je veux vous donner le panel complet, on est allé à la recherche de financements nouveaux, donc des prêts verts, la recherche de financement auprès de banques éthiques. Enfin, voilà, je pense que vous avez, tant pour l'aspect technique que pour l'aspect juridique et financier, un panel assez large. Oui, est-ce que vous pouvez peut-être nous décrire en 2-3 minutes le dispositif là, que vous lancez sur une école en QPV, qui est, si j'ai bien compris, un de vos projets phares. Et avec cette vision 360, j'aimerais bien que vous nous expliquiez un petit peu votre vision de du 360 degrés pour construire un établissement scolaire. Oui, alors c'est pas vraiment une construction, c'est une réhabilitation, mais c'est une réhabilitation extension, parce qu'en fait, c'est une des plus anciennes écoles de la ville, la plus grosse. Comme je vous le disais, elle est réputée pour être la plus grosse du département de la Savoie. Elle est en QPV, donc avec une population pas toujours simple, parce qu'il faut gérer les aspects d'école de la République à l'intérieur de cette école. On est entré en concurrence, si on peut dire, avec un projet d'école privée sur ce quartier, une école privée cultuelle, donc il nous pose de gros soucis, parce qu'il peut mettre à mal la fréquentation de l'école. Et on a voulu vraiment faire de ce projet un projet phare de ce que la ville et l'État entendent mettre à disposition de la population pour une école performante de demain et attractive. Donc, à l'intérieur de ce bâtiment, on va faire des travaux lourds de rénovation énergétique et on va étendre cette école pour la tourner vers le quartier, en l'ouvrant avec une bibliothèque du quartier, en insérant dans son sein une salle ouverte à la population. Alors bien évidemment avec des enjeux forts de sécurité,
de mixité des entrées et sorties. Donc, c'est assez complexe. Et l'idée, c'est d'en faire bien évidemment une école attractive, donc équipée numériquement comme il se doit, avec les outils éducatifs les plus performants qu'on peut proposer aujourd'hui. On a à l'intérieur un projet de cours résiliente également, et on associe, ce qu'il est prévu de faire, c'est d'associer et les instituteurs et les élèves au fonctionnement de l'école et à son évolution dans le futur. Donc tout ça avec l'aide de la SPLOZ pour la partie travaux, analyse fonctionnelle. Et une fois que les travaux sont finis, on va essayer de mettre en place un plan d'action avec une association savoyarde qui est en pointe sur la participation habitante pour travailler sur ces sujets transition écologique. Ok, écoutez, merci beaucoup, c'est très intéressant. J'ai envie de vous poser une ou deux questions, sauf s'il y en a dans la salle. Non, apparemment pas. Alors, on nous pose la question de l'école de demain, et j'aimerais bien avoir une réponse rapide de votre part à chacun. L'école de demain ne se joue-t-elle pas sur la pédagogie? Est-ce que la manière d'envisager n'est-ce pas la manière d'envisager la classe qui devrait guider la manière d'envisager les espaces et donc l'école de demain? La pédagogie comme unique vecteur de l'école de demain, je vous écoute. Je peux commencer si vous le souhaitez. Excellente question qu'on se pose tous et qui est très complexe parce qu'effectivement, on a entre une école qui serait très proche des pratiques pédagogiques actuelles, puisque je vais apprendre, voilà, je surprendrai personne en disant qu'on constate tous que l'éducation nationale évolue quand même dans ses pratiques pédagogiques. Donc, adapter complètement le bâtiment scolaire à une pédagogie donnée, c'est pas le plus simple. Et en même temps, il faut qu'on évite de faire des écoles qui soient des boîtes, quoi, enfin, qui soient tellement modulables que elles soient réutilisables pour tout autre usage, quoi. Donc, dans l'entre-deux, il y a quand même des possibilités. Enfin, il faut effectivement penser des bâtiments, par exemple, qui permettent des usages mixtes entre différentes classes. Je pense en maternelle, par exemple, j'ai vu des choses très intéressantes sur des ouvertures complètes de toutes les tranches d'âge pour que, en ne fonctionnant non plus par classe, mais plutôt par type d'activité, avec des enseignants et des ATSEM complètement mutualisés sur l'ensemble des classes maternelles. Bon, voilà, ça c'est des choses qui effectivement, pour qu'elles soient possibles, doivent être un peu pensées en amont dans le bâtiment pour que voilà, le bâtiment puisse aussi permettre ce type d'usage-là. Donc oui, il faut que la pédagogie, l'aspect pédagogique soit pensé dès le début. Après, voilà, il faut quand même qu'on garde une forme de modularité qui permette d'incorporer des évolutions de la pédagogie, quoi. Merci. Sandrine? Oui, je partage l'approche. C'est la conclusion à laquelle on est arrivé également sur Albertville, en sachant que quand on a réalisé l'étude du schéma directeur des écoles, on avait introduit une assistance externe d'un spécialiste des questions éducatives, pour pas oublier cet aspect-là et avoir un œil extérieur au monde éducatif et un autre monde à nous de collectivités locales. Et en croisant les regards, on tombe tous d'accord sur le fait que l'école de demain, c'est demain. Elle n'est pas forcément tout à fait envisageable dès aujourd'hui. Donc, il faut se donner des bâtiments capables d'évoluer. Il faut se donner des belles boîtes avec des bons outils, mais non figés. C'est toute la difficulté de la chose. Des locaux réversibles et modulables. Écoutez, merci beaucoup. Alors, une deuxième question là, qui est posée dans le chat et sur laquelle j'aimerais bien vous entendre. L'école de demain sera-t-elle plus coûteuse à construire? Et peut-être, je ne sais pas si on peut avoir des témoignages, parce qu'il y a dans le chat de nombreux exemples à Nîmes, paraît-il. Donc, ça m'intéresserait éventuellement d'entendre. Mais je veux déjà avoir vos réponses sur la question du coût. Oui, si je peux entamer. En fait, nous, on n'a pas vraiment cette problématique, parce qu'on a déjà beaucoup d'écoles et on n'a pas d'aspect construction. Par contre, effectivement, les rénovations ne sont pas gratuites. Comme je vous le disais, hein, c'est 8,5 millions pour une seule grosse école sur la ville d'Albertville. Donc, c'est quasiment 2 mandats, enfin pas 2 mandats, mais c'est 2 années d'investissement complètes sur une seule école, sur un seul bâtiment, alors qu'on en a 90. Donc c'est loin d'être négligeable et on prend en compte les nouveaux matériaux sans compter l'inflation actuelle. Je précise que vous avez 12 écoles parce que la question a été posée, c'est ça, hein? Oui. Absolument.
Pour compléter, si certains aspects vont être évidemment plus coûteux, je ne reviens pas sur ce que vient de dire ma collègue, effectivement, le contexte actuel fait que c'est particulièrement plus coûteux. Mais peut-être pour revenir sur la question précédente, en fait, tout ce qu'on arrivera à anticiper au maximum dans la conception de notre bâtiment nous permettra autant d'économies après. Si vous voulez, par exemple, câbler entièrement une école, quand elle est pensée comme ça coûte beaucoup moins cher que devoir réouvrir tous les murs, comme on est actuellement en train de le faire les uns les autres depuis une dizaine d'années, pour installer du matériel. Enfin, voilà, il faut arriver à penser cette modularité, y compris dans la conception du bâtiment. C'est ce qui nous permettra d'avoir des choses un peu plus sobres. Après, très preneur de l'exemple de nos collègues de Nîmes, s'ils ont des choses concrètes aussi. Il y a effectivement des procédés qui permettent des choses plus économiques. Et effectivement, la rénovation énergétique permet de faire des économies en fonctionnement. Est-ce qu'on peut entendre les exemples de Nîmes? Bon, c'est pas grave. Alors, une dernière petite question. J'osais imaginer que l'école demain, c'est la manière d'envisager la possibilité de développer les compétences du XXIe siècle. Exemple, développer des travaux collaboratifs. Peut-être en forme de conclusion, j'ai envie de vous entendre là-dessus. Je ne suis pas sûr d'avoir totalement bien compris la question. Si la question c'est comment le bâtiment permet le collaboratif ou comment l'école est conçue de façon collaborative. Oui, non, c'est plutôt la question effectivement, des bâtiments qui permettent le travail collaboratif. Donc là, pour moi, il y a deux sujets. Il y a le travail collaboratif, j'allais dire, entre enfants, qui est un peu l'exemple que je prenais de l'école maternelle, là où on peut penser des espaces qui permettent des jonctions entre les classes, qui ne pensent pas juste des espaces de classe tous fermés les uns par rapport aux autres. Mais je pense que la question, elle est aussi le travail collaboratif, évidemment, entre adultes, la communauté éducative, quoi. Donc là, il y a des choses évidentes qu'on fait de temps en temps certains, c'est-à-dire mutualiser les salles de pause, penser à des espaces de travail qui permettent, déjà penser des espaces de travail, rien que ça, des espaces qui permettent aux gens de travailler de façon collaborative. Puis après, il y aura la question des outils, hein, on y revient. Comment est-ce qu'on permet, actuellement, je vous un exemple très concret mais qui est intéressant, test Covid en permanence, l'éducation nationale nous interroge sur la possibilité d'avoir des réseaux, des réseaux informatiques sécurisés mais communs entre le périscolaire et l'éducation nationale pour avoir des documents sur lesquels ils peuvent travailler tous en même temps sans, sans que on mette à mal la sécurité informatique de l'ensemble de la collectivité. Voilà, des exemples très concrets de choses collaboratives qui peuvent être imaginées aujourd'hui, quoi. Merci. Je crois que j'ai une question dans la salle ou une intervention. Bonjour, je suis Maëva Bigot, je suis psychologue sociale et cofondatrice de Nounat. On s'adresse justement aux acteurs de l'aménagement du territoire. Vous parlez de modularité des bâtiments, d'évolution, la pédagogie de demain, aujourd'hui, etc., que c'est compliqué. Est-ce que vous avez déjà essayé ou imaginé de vous inspirer sur le biomimétisme et les principes du vivant, puisque une des caractéristiques du vivant, c'est notamment sa flexibilité, sa modularité, etc. Voilà, c'était une idée qui m'est venue. Dans le cadre des cours résilientes, notamment, c'est très marqué et le fonctionnement actuel des écoles va plutôt dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on a des choses modulaires de fait et les gens en fait interagissent assez rapidement entre eux et donc on est sur du schéma vivant. Et si je peux rebondir sur l'aspect transversal, parce que c'était très marqué chez nous, le projet école a vraiment développé en interne la transversalité et le renforcement des liens entre les services, notamment au travers du diagnostic 360 degrés, parce qu'il a fallu associer tout le monde à un diagnostic complet de qu'est-ce qu'on veut faire de l'école de demain et comment on peut intervenir dessus, mais à tous les niveaux, dans tous les services, y compris les services d'appui, les services techniques. Et en introduisant le fonds Intracting pour financer des mesures d'économie d'énergie, on a aussi développé cet aspect transversal, puisque les services ont été appelés à travailler ensemble sur ce dispositif interne. Et donc, on a appris à se connaître, on a appris à travailler ensemble, et c'est vraiment une force. Donc, il n'y a pas que dans l'école que des choses se passent, il y a des choses aussi qui se passent grâce à l'école en dehors, au sein de nos collectivités.
Très intéressant, par exemple, je complète de 2 mots, d'avoir nos collègues des espaces verts autour d'une table pour penser les cours d'école et même l'intérieur d'une école. Ils ont des regards qui sont complètement différents de ce que peuvent avoir des techniciens bâtiments ou des gens qui sont dans la pédagogie. Voilà. Dans les échanges intéressants, je trouve, en transversalité, souvent les collègues des espaces verts ont des regards complètement décalés sur ces sujets-là. Merci infiniment. On va être obligé malheureusement de s'arrêter sur cette note, mais ceci étant que j'aime beaucoup. Pour notre second regard croisé, qui est plus celui des institutions nationales, je me tourne vers Rose Le Mardelet, qui est responsable du pôle éducation du département cohésion sociale et territoriale de la Banque des Territoires, et vers Cécile Pacana-Rossi, qui est chef du bureau de l'innovation pédagogique au ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Mesdames, bienvenue. Rose, je vais peut-être commencer par toi, puisqu'en matière d'éducation, le service que tu gères a 2 types d'actions. Des actions en fonds propres et des programmes en tant qu'opérateur de l'État dans le cadre du PIA. Est-ce que tu peux nous expliquer tout cela ? Oui, bien sûr. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Ça a été dit en introduction. En effet, le positionnement de la Banque des Territoires, je pense qu'il est pas seulement côté État, comme ça a été dit, même si bien sûr on va en parler avec le ministère dans un instant sur le volet des programmes nationaux. Mais notre positionnement est vraiment d'être en rôle de tiers de confiance entre l'État et les collectivités. Et dans le champ de l'éducation, c'est nécessaire, et peut-être encore plus aujourd'hui après la crise, parce qu'on est sur une politique publique qui est vraiment partagée entre l'État et les collectivités, notamment sur le champ de l'école au sens de bâti scolaire, comme on l'évoque aujourd'hui, mais au-delà. Et donc nous, on intervient en effet pour soutenir et accompagner des projets qui ont avant tout un impact social et territorial, de différentes manières, donc tu l'as dit, à la fois en fonds propres, donc par des actions portées par la Banque des Territoires, en investissant notamment donc, dans le champ du numérique éducatif dans des sociétés dites EdTech. Donc on investit dans des sociétés, on a investi par exemple aux côtés de DocaPost dans Index Éducation qui édite le logiciel de vie scolaire Pronote. Pronote, c'est 17 millions d'utilisateurs en 2021, donc c'est énorme en termes d'usage numérique, et à la fois sur la relation entre l'école et la maison, le lien avec les parents, et aussi l'organisation de la vie scolaire au sein d'un établissement. Donc voilà, on voit qu'on touche à travers un outil numérique à beaucoup de problématiques. Et on a également investi en 2021 dans MyFuture, qui est une EdTech dédiée à l'orientation des élèves vers les études supérieures, et dans Mobidis, qui édite des solutions de lecture pour les élèves 10 et au-delà, voilà, pour faciliter l'accès à la lecture de tous. Donc ça, c'est notre premier, je dirais, outil d'intervention en financement en direct. Et on a... je repensais hier en lisant une tribune qui a été publiée dans Le Monde par un directeur d'école sur le besoin, après la guerre contre le Covid, d'avoir peut-être aujourd'hui un temps de reconstruction de l'école. Alors ça m'a fait tiquer parce que notre offre, comme tu l'as dit, s'appelle la fabrique de l'école de demain. Donc est-ce qu'on n'est pas aussi dans une logique de reconstruction et donc de devoir aussi repenser peut-être certaines thématiques ensemble. Donc on voit qu'on doit aussi s'adapter. Et donc, par exemple, dans le champ de l'investissement, on a, dans le cadre de la crise sanitaire, dans le cadre des engagements de la Caisse des dépôts pour le plan de relance, décidé de lancer un accélérateur EdTech pour venir compléter notre offre d'accompagnement, donc pas seulement via de l'investissement en direct dans des sociétés, mais aussi pour aller accompagner celles qui sont moins matures et peut-être voilà, plus émergentes, ont besoin d'un accompagnement avant de pouvoir se lancer et qu'on puisse les accompagner autrement. Donc on a lancé Passerelle, donc cet accélérateur EdTech, qui vise à accompagner donc, des sociétés dans le champ de l'éducation, dans des domaines assez variés, puisqu'on regarde aujourd'hui, j'en profite pour faire un appel à candidature, parce que c'est toujours ouvert et on vise à accompagner une dizaine d'entreprises. Aujourd'hui, on n'a pas du tout encore sélectionné tout le monde, donc c'est vraiment encore ouvert, et je sais qu'il y a aussi des EdTech qui sont connectés aujourd'hui. Pour des problématiques très diverses, jusqu'au, évidemment, la formation au et par le numérique, mais aussi l'apprentissage des langues et pourquoi pas disrupter aussi des choses à l'intérieur de l'école, sur la cantine, etc. Ça a pu être évoqué récemment. Donc voilà, très ouvert encore une fois. Donc je voulais faire un petit zoom là-dessus.
Et évidemment, pour compléter le panorama de nos activités, on a un rôle aussi très fort aux côtés de l'État, de faire le lien concrètement pour accompagner des projets territoriaux dans le cadre de notre rôle d'opérateur, cette fois, donc en tant qu'opérateur des programmes d'investissement d'avenir, aux côtés du secrétariat général pour l'investissement, donc qui finance le PIA et France 2030, pour accompagner et faire émerger des projets qui soient réellement transformants, si c'est pas trop un néologisme, et en tout cas qui ait vraiment un impact sur leur territoire. Et c'est peut-être ce qui est marquant dans le cadre du PIA 4 qu'on accompagne depuis ce début d'année 2022, c'est d'être sur des projets peut-être moins nationaux et moins descendants, comme on a pu en avoir par le passé, sans que ce soit un jugement négatif de ma part, hein, mais aujourd'hui, ce qui est frappant, et on y travaille avec le ministère, c'est qu'on est vraiment beaucoup plus dans une logique d'accompagnement de projets émergents qui viennent du terrain, et de les soutenir et de les guider sur les différentes problématiques qu'on a pu déjà entendre en creux dans les témoignages des collectivités ce matin. D'avoir une approche systémique, par exemple, de faire se parler les différents acteurs, à la fois État, collectivité, ou même au sein de la collectivité, les différentes problématiques, et au sein de l'établissement. Donc voilà, en 2 mots, un peu pour dire notre rôle et ces différentes approches qui sont évidemment complémentaires et centrées sur l'impact social et territorial. Merci beaucoup. Ça me fait une transition toute trouvée pour m'adresser à Cécile Paquiana-Rossi. Vous êtes, je le rappelle, chef du bureau d'innovation pédagogique au ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Vous avez coordonné un appel à manifestation d'intérêt publié par la CDC récemment, qui, dans le cadre du PIA, qui est extrêmement ambitieux, doté de 250 millions d'euros, qui porte sur l'innovation dans la forme scolaire. Moi, j'ai lu que ce dispositif partait d'un constat sans concession. Une forme scolaire inadaptée peut accentuer des phénomènes d'exclusion, d'aliénation, d'enfermement, d'inégalité, voire les produire. Vous entendez rebattre les cartes, mais avant tout, j'aimerais d'abord vous entendre sur ce que vous appelez la forme scolaire. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. La forme scolaire, un terme assez flou finalement et qui a fait l'objet de différentes définitions au cours du temps. Pour faire vite, on peut dire que c'est vraiment un ensemble d'organisations qui permettent de mettre en place les enseignements. La forme scolaire, elle est centrée sur la codification de la mise en œuvre des apprentissages et elle fixe finalement le cadre et les modalités d'enseignement. Donc concrètement, ça s'incarne dans un rythme, la constitution d'un groupe classe, la tenue trimestrielle d'un conseil de classe, la codification du rapport entre les parents et la communauté éducative, etc. Tout ça, c'est la forme scolaire. Et bien sûr, c'est la manière dont on va encadrer et identifier la mise en œuvre des apprentissages. Alors c'est très large finalement et c'est pour ça que c'est une entrée porteuse pour innover. Vous avez mentionné le constat qui est fait, c'est vrai, d'une production parfois d'inégalité dans certaines conditions, ou en tout cas d'un contrat enseignant parfois qui a évolué, et la forme, la mise en œuvre des enseignements correspond moins à la manière dont on pourrait les penser aujourd'hui. Donc travailler sur la forme scolaire, c'est essayer de regarder tous les éléments qui vont permettre de fluidifier, adapter, faire en sorte que le parcours de l'élève durant son parcours scolaire et les interactions à l'intérieur de cette communauté éducative soient plus fertiles et soient surtout source de réussite, parce que l'objectif final, c'est quand même de faire en sorte que l'expérience scolaire, le parcours scolaire soit une façon pour les élèves et chaque élève de réussir. C'est ça l'objectif. Et on a donc c'est cette notion d'adaptation. Et effectivement, vous avez mentionné 250 millions d'euros, ce qui est quand même un signal extrêmement fort de la volonté de soutenir et d'impulser des innovations qui vont avoir un effet. Rose parlait d'un effet transformant, et c'est ça l'objectif recherché ici, c'est d'essayer d'avoir vraiment un impact. Il y a beaucoup d'initiatives locales dans les établissements, il se passe des choses fabuleuses dans les établissements, mais parfois à l'échelle de l'établissement. La difficulté, c'est la mise en réseau. Et là, c'est pour ça qu'on propose finalement de travailler dans cette AMI sur 3 axes principaux que l'on peut faire converger, que l'on peut lier. Le premier étant, je vous prie de m'excuser, sur
une façon de repenser l'organisation et les espaces, les temps. On en a tout à l'heure, il y a des éléments qui ont été mentionnés par monsieur Jean-Marie Cochet, qui mentionnait le fait qu'on pense un bâti en lien avec les usages. Oui, et c'est vraiment la démarche, c'est-à-dire comment on organise l'espace pour qu'il permette d'organiser un enseignement, des interactions qui soient celles qu'on recherche, c'est-à-dire qui permettent de la coopération aussi, de l'échange, de l'ouverture. Donc ça se pense voilà, en collaboration. Le deuxième axe de cet appel à manifestation d'intérêt, il est centré autour de précisément ces nouvelles formes de collaboration entre les acteurs de la communauté éducative. Alors, acteurs de la communauté éducative à entendre au sens large, parce qu'il y a un premier cercle qui est celui de l'établissement, les professeurs, le personnel d'encadrement, les élèves, bien sûr, il y a les parents, et puis il y a tous les partenaires qui interviennent. Et voilà, c'est aussi ça, cette démarche, donc j'y reviendrai. Et le dernier point, c'est d'essayer d'innover dans la manière dont on accompagne le parcours de l'élève. Alors ça peut être dans la démarche d'accompagnement à l'orientation, en offrant la possibilité aux élèves d'avoir des mobilités élèves, pas seulement après le bac. D'ailleurs, on voit que maintenant la mobilité Erasmus+ est fortement encouragée pendant le cursus scolaire. Et puis de développer, de faire en sorte qu'on permette ce développement de ces fameuses compétences du XXIe siècle, alors qu'on appelle différemment, qui sont la communication, l'esprit critique, la créativité. Je dois en oublier un, la coopération, bien sûr. Et comment l'espace, le temps, les interactions entre les acteurs vont faciliter ces enseignements, finalement. Alors, je crois qu'il y a déjà beaucoup de questions qui se posent. Concrètement, comment ça va se passer? Alors, où est-ce qu'on peut trouver cet appel à projet? Qui peut candidater? Quel type de financement il va y avoir? Voilà. Enfin, est-ce que vous pouvez un peu nous décrire ça par le menu, puisque vous avez 2-3 minutes, mais au moins pour donner envie de candidater? Est-ce que les collectivités territoriales, qui sont nombreuses autour de du chat, peuvent candidater? Voilà. Alors, toutes ces questions un peu. On fera cette réponse à deux, bien sûr, mais je voudrais quand même rajouter un élément essentiel, parce que je ne l'ai pas mentionné, c'est que cette démarche, elle est territoriale, systémique et partenariale. Et c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui pour vous en parler. C'est que l'idée et la démarche quand même innovante, c'est de trouver des partenariats. Il y a des partenariats existants aujourd'hui, mais d'arriver à se dire, voilà, comment on va penser un projet d'envergure en associant plusieurs collectivités, en allant renouveler des partenariats ou penser des nouvelles associations avec des partenaires qui ne sont pas nécessairement des partenaires historiques. Donc ça, c'est ça qui est intéressant aussi. Donc peut-être, Rose, je te laisse... Oui, très, très concrètement, pour ne pas non plus hacker l'événement d'aujourd'hui, dire à tout le monde qu'on a organisé un webinaire dédié pour présenter l'AMI lundi prochain. Donc un webinaire de présentation de l'appel à manifestation d'intérêt innovation dans la forme scolaire, avec donc évidemment le ministère, Cécile Paquenard aussi, et le secrétariat général pour l'investissement, de 14h à 15h30. Donc voilà, on pourra à la fois présenter en détail les conditions et les modalités de candidature et aussi d'accompagnement, parce qu'on ne l'a pas évoqué, mais on est sur un AMI, un appel à manifestation d'intérêt, et pas un appel à projet, disons, plus sanctionnant. Donc il y a aussi une logique d'accompagnement des projets qu'on pourra expliciter lundi. Donc voilà, juste je voulais en profiter pour dire ça, et il faut s'inscrire en ligne pour accéder au webinaire. Et je précise aussi, parce que la question m'a été posée sur les réseaux sociaux, que ça sera enregistré, donc disponible ensuite aussi en consultation, voilà, pour tous. Et le document est disponible sur le site de la Caisse des dépôts et consignations. Voilà, bien sûr. Le cahier des charges de l'appel à projet est sur le site de la Banque des Territoires, sur le site achat public. Il y a un espace de questions-réponses où il y a aussi beaucoup de questions et leurs réponses qui sont d'ores et déjà disponibles. Donc j'invite tout le monde à les consulter. Alors, je ne le connais pas par cœur, mais on pourra peut-être le mettre dans le chat ou en tout cas le diffuser à l'issue de l'événement. Mais c'est sur la plateforme Achat Public, l'espace Banque des Territoires de la plateforme Achat Public, pour le télécharger. Et on peut trouver en ligne les renseignements. Ouais. Non, et pour simplement préciser qu'effectivement le ministère est associé donc au SGPI et à la Banque des Territoires pour accompagner. Et cette notion d'accompagnement, elle est forte. Et le ministère mobilise aussi son expertise pour accompagner la maturation des projets. Et qu'il faut aussi nous solliciter. Merci beaucoup. J'ai envie de vous poser une petite question sur la façon dont vous allez, j'allais dire, mutualiser les résultats, comment ça va se passer, les bonnes pratiques que vous allez voir émerger. Est-ce que vous avez déjà une idée de comment ça va se passer? Alors, il y a un élément important qu'on n'a pas mentionné, c'est qu'un des
éléments importants d'une candidature qui serait retenue, c'est qu'elle associe la recherche et une démarche d'évaluation, parce que l'objectif, évidemment, c'est d'encourager, d'impulser sur le territoire, mais aussi de créer un réseau, et comme vous le mentionniez très justement, de fournir, de créer, de produire de l'information qui soit utile à tous et qu'on puisse ensuite mutualiser. Donc je pense que ça, ce sera fait aussi au fur et à mesure, en lien avec les actions menées par les chercheurs qui seront associés, que nous souhaitons voir associés à la mise en œuvre des projets pour qu'il y ait une évaluation au fur et à mesure. C'est sur 5 ans. Donc il ne s'agit pas d'attendre 5 ans pour se demander si ça a eu un impact positif. C'est la question que j'allais vous poser, c'est 5 ans. Hein, vous allez Voilà. pendant 5 ans regarder un petit peu ce qui se passe Maximum. Pour transformer. Oui. D'accord. Voilà. Avec peut-être, pour le dire juste, pour donner aussi un horizon de temps, plusieurs vagues de sélection prévues dans la durée, avec une première levée de candidature le 21 mars prochain, et ensuite au 15 septembre. Voilà, pour dire les 2 premières qui sont d'ores et déjà prévues. Pour le temps de préparer des candidatures, monter des consortiums, réfléchir à des partenariats intelligents. Et voilà. D'accord, merci. Plusieurs interlocuteurs posent la question de la communauté éducative et nous disent, mais et si la communauté éducative n'est pas innovante, comment est-ce qu'on fait pour innover ? La communauté éducative, alors dire qu'elle n'est pas innovante, on trouve toujours des relais. En fait, c'est vraiment une question aussi de réseau. C'est-à-dire que dans un établissement, il faut aussi trouver l'interlocuteur. Évidemment, il faut que le chef d'établissement soit quand même engagé, hein, parce que c'est lui qui a quand même la décision pour engager un établissement et ses éthiques, parce qu'au final, il ne faut pas oublier quand même que ce sont les enseignants qui vont quand même mettre ça en œuvre, le porter avec un nombre d'acteurs. Je crois qu'il faut essayer d'aller rencontrer les gens, de convaincre, de voir ce qu'il existe. On peut s'appuyer sur l'existant, il y a déjà énormément de choses qui se font. L'idée là, c'est de valoriser, de donner de l'ampleur, de soutenir et de rendre ça, de donner une dimension systémique. Donc peut-être que si un partenaire a une volonté, une idée, des pistes, voit des choses qui se font, en fait, il faut aller les proposer aux interlocuteurs qui seraient déjà... peut-être potentiellement intéressés, il faut les convaincre. Et si je peux compléter ta réponse, je vais faire aussi une réponse assez consensuelle en disant que, on peut peut-être s'appuyer sur les idées des collectivités aussi, oui, qui en ont souvent, et pour ce faire, s'appuyer sur un outil du ministère ou une démarche du ministère. Alors, je ne sais pas s'il est connecté parce qu'il était inscrit, mais en tout cas, il est évidemment associé aussi à toutes ces initiatives. C'est le dispositif Archiclass du ministère qui vise justement à mettre autour de la table à la fois les acteurs de collectivité et les acteurs pédagogiques et des établissements scolaires pour porter des projets de rénovation et d'innovation sur la forme scolaire. Donc voilà. Il y a des outils qui existent, on peut les déployer, et c'est évidemment avec eux qu'on avait aussi déployé l'initiative que tu as rappelée en introduction, de réflexion et d'expérimentation justement sur les moyens et les outils peut-être et les accompagnements spécifiques à proposer à nos partenaires que sont à la fois les établissements, les acteurs pédagogiques, éducatifs et de collectivités, dans le cadre de projets de rénovation ou de construction, etc., qui prennent en compte les usages pédagogiques et numériques. Et aussi se saisir des instances de dialogue avec l'académie, parce que ça se décide aussi au niveau d'une académie. Il y avait une question. Très bien. Nous avons 2 questions dans la salle, assez rapides, et des réponses assez rapides, s'il vous plaît. Allô, oui. Bonjour Madame Pacana. Alors en fait ma question c'est donc comme symbiote de Short Edition, nous on veut déclencher chez les jeunes l'envie de lire et d'écrire, et pour ça on s'appuie sur des dispositifs qui ont été créés avec le soutien du ministère de l'Éducation nationale, mais qui atterrissent parfois dans les mains des associations ou des équipes en charge du périscolaire. Un des problèmes auxquels on est confronté, c'est que nos outils fonctionnent, sont numériques et donc nécessitent un accès depuis le GAR. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour permettre à des équipes en charge du périscolaire d'avoir accès aux mêmes outils numériques par l'ENT que la communauté pédagogique? Pour l'instant, c'est vrai que ce n'est pas possible. On est d'accord. Alors, ça va peut-être aussi évoluer, je pense, avec le fait que le temps périscolaire
est de plus en plus devenu un temps pour investir des projets pédagogiques, et que précisément dans le cadre de cet AMI, par exemple, on essaye il est possible de proposer des projets qui vont mettre en relation le temps scolaire, le temps périscolaire, par exemple, et peut-être que adossé à un projet qui viendrait faire travailler des acteurs de l'école et des acteurs du périscolaire, peut-être qu'on pourrait trouver des passerelles. Mais pour l'instant, si vous n'avez pas accès au GAR, le GAR, c'est réservé à l'ENT. Alors, il y a aussi, je ne sais pas si tu as des éléments éventuellement là-dessus, pour l'instant, et ce qui est possible de faire, c'est d'avoir des projets qui rassemblent les acteurs et voir ensuite comment les outils pourront être mis en commun. Oui. Oui. Pour les élèves qui sont en difficulté à l'école, le temps périscolaire, c'est un temps qui est important pour eux, pour reprendre confiance en eux sur certains sujets. Bon, nous, c'est la lecture, c'est l'écriture. Il y a des choses qui se font sur le temps périscolaire où on voit que des élèves s'ouvrent, reprennent confiance, et c'est bénéfique après pour leur temps scolaire. Ça va servir leur temps scolaire, ça va leur servir après à avancer dans leur parcours académique. C'est pour ça que c'est important aussi que ces outils numériques qui sont mis à disposition des associations ou des équipes en charge du périscolaire, il puisse y avoir un lien aussi facile, organisé par l'institution au sein de l'école. C'est très important, mais la règle, c'était question courte, réponse courte. C'est vraiment un sujet important, hein, par contre. Mais Une dernière question. Je vais juste rebondir sur l'innovation. Tout à l'heure, quelqu'un a posé une question. Il y a aussi les départements qui ont des missions innovation, des laboratoires d'innovation publique. Donc j'imagine que ça peut être intéressant dans cette communauté éducative autour. Et je me demandais, est-ce que du coup dans le quotidien des enseignants, par exemple, ça veut dire qu'ils auraient une décharge de travail, comment dire, s'ils ont un travail en plus qu'ils doivent faire en plus des cours, comment ça fonctionne dans le quotidien vraiment? J'arrive pas à me rendre compte en fait, c'est vraiment une question naïve. Hein. Vous parlez de projets de professeurs qui s'impliqueraient dans des projets dans le cadre de l'AMI. C'est ça. Parce qu'en fait, j'ai travaillé à l'Institut français de l'éducation et il y avait des décharges pour que les enseignants puissent faire de la recherche et de la recherche-action. Voilà, je me demandais comment ça fonctionnait là-dessus. Il y a la possibilité, dans le cadre d'un projet, de financer de la RH, mais dans une limite, dans une certaine limite. Et on verra aussi il peut y avoir, par exemple, un financement de formation qui serait justifié dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, par exemple aussi. Mais ça, ce sont des éléments qui vont être appréciés en fonction du projet. Enfin, voilà. Est-ce que c'est la décharge pour faire quoi précisément, quel est le besoin précis? Mais ce n'est pas quelque chose d'exclu, en fait. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je crois que le webinaire que vous allez faire la semaine prochaine va être extrêmement suivi. D'ailleurs, si j'ai le temps, je m'y connecterai moi-même. Nous allons passer à notre troisième regard croisé, qui sera plus celui des entrepreneurs. Antoine Tuillier, qui est associé chez Impulse Partner, qui est une société de conseil spécialisée en stratégie d'innovation dans les secteurs de l'immobilier, de la ville durable et de l'industrie, nous a accompagnés au niveau de la Banque des Territoires dans deux aspects. Le premier, ça a été la mise en place de notre outil Mondiag École, outil en ligne qui vous sera présenté tout à l'heure dans le cadre d'un atelier. Mais il nous a aussi accompagnés dans la sélection des entreprises qui sont présentées dans notre espace numérique. Antoine, j'aimerais bien que vous nous décriviez un petit peu l'écosystème des startups qui existent autour des questions de bâti scolaire, puis nous présenter la startup qui va nous présenter les solutions.
Oui, bien sûr. C'est très intéressant tout ce qu'on a entendu depuis ce matin parce qu'on voit bien que ces sujets de bâti scolaire, qu'on parle de construction ou de rénovation d'ailleurs, impliquent de raisonner de façon holistique sur vraiment des sujets très variés. Alors, on a beaucoup parlé d'innovation pédagogique et de EdTech. Alors, moi, je vais plutôt vous parler de bâti scolaire, puisque c'est plutôt notre spécialité, le bâti. Et même dans le bâti, il faut raisonner de façon holistique et à 360 degrés. Et on a, par exemple, avec Sandrine de Ternay, tout à l'heure parlé de rénovation énergétique. C'est effectivement une clé d'entrée intéressante. Et si on regarde les offres innovantes qui se développent sur ce sujet-là, il y en a beaucoup. Mais on se rend compte que assez vite, quand on met le doigt dans la rénovation énergétique, se pose la question de tous les autres sujets pour lesquels on peut être amené à faire des travaux d'amélioration, de transformation dans un bâtiment scolaire ou éducatif. Donc effectivement, vous évoquiez les startups qui sont présentées sur votre espace digital. Donc c'est l'un des éléments qu'on peut retrouver sur la plateforme de la Banque des Territoires. Et j'invite d'ailleurs toutes les personnes qui nous écoutent à se connecter sur l'espace fabrique de l'école de demain et ils retrouveront l'accès à cet annuaire de startups, annuaire Smart City, dans lequel il y a tout un volet de startups qui peuvent apporter des solutions au programme, au projet d'amélioration du bâti scolaire. Alors si on donne quelques exemples rapidement sur les différents sujets, pour commencer sur la performance énergétique, on peut parler par exemple de Sobre Énergie, qui par ailleurs est une start-up dans laquelle la Banque des Territoires est actionnaire. Ce sujet de la performance énergétique, c'est assez souvent un sujet de diagnostic dans un premier temps, de compréhension de quels sont les enjeux. Pourquoi est-ce qu'on consomme beaucoup d'énergie dans une école? Où est-ce qu'on la consomme? Sur quel poste en particulier? Et ça implique assez souvent de se plonger dans de la data qui peut être de la data très simple comme des factures ou des choses beaucoup plus élaborées comme des relevés de capteurs ou autres. Et Sobre Énergie propose des solutions et du conseil pour accompagner les collectivités sur cette logique de diagnostic et de compréhension de ce que c'est que sa consommation énergétique sur son bâti public et notamment ses bâtiments éducatifs. Performance énergétique, c'est une chose, il n'y a pas que ça. On peut parler aussi de tous les sujets de confort et de qualité sanitaire des espaces. Alors, la qualité de l'air intérieur et extérieur, c'est un sujet vraiment majeur aujourd'hui. Hein. Le Covid a mis un coup de projecteur sur ce sujet-là, mais qui était déjà un sujet important pour la santé des enfants dans les écoles, mais pour finalement le bien-être et la santé de toute personne dans les bâtiments et les espaces construits. Et donc, là aussi, alors encore une fois, hein, le coup de projecteur du Covid, il a ses avantages et ses inconvénients. Les avantages, c'est qu'on parle beaucoup de ça, on parle beaucoup de qualité de l'air, de renouvellement d'air. Les inconvénients, c'est peut-être une crispation qui peut exister autour de cette question de est-ce qu'il faut s'équiper de capteurs, est-ce qu'il faut mettre des systèmes de filtration, d'épuration d'air, etc. Et donc, combien tout ça va coûter aux collectivités. Mais au-delà de ces crispations naturelles et bien compréhensibles, on peut mentionner le fait qu'il y a vraiment beaucoup de startups qui développent des solutions innovantes, aussi bien dans le diagnostic, la mesure, l'amélioration de ces sujets de qualité sanitaire, sur la qualité de l'air, mais aussi sur l'acoustique, la lumière, etc. Et tout à l'heure, on va avoir une présentation de la startup Elona, qui a cette qualité notamment d'avoir justement cette approche holistique et de considérer que la qualité environnementale d'un bâti et notamment d'un bâti scolaire, c'est pas que la question du renouvellement d'air et du Covid, c'est vraiment tous les sujets environnementaux, donc la lumière, l'acoustique, les odeurs, le renouvellement d'air, etc. C'est cette méthodologie d'ailleurs qui a conduit un petit peu tous les travaux que nous avons faits pour faire Mon Diag-École. Absolument. Donc le deuxième élément de ce qu'on peut, l'un des éléments qu'on va trouver sur la plateforme et l'espace digital, c'est Mon Diag-École. Donc l'approche de Mon Diag-École qui sera présentée plus en détail dans un atelier juste après pour celles et ceux d'entre vous qui y assisteront. L'approche de Mon Diag-École, c'est de constater qu'avant de s'engager dans un projet d'amélioration, de rénovation d'un patrimoine éducatif, la question de savoir qu'est-ce qu'on doit faire se pose de façon assez criante et que l'analyse qu'on partage depuis le début, c'est que le prendre uniquement par un angle technique, je dois améliorer la performance énergétique de mon bâti ou je dois traiter tel ou tel problème d'étanchéité de toiture, de façade ou autre, ça n'est qu'une approche partielle et il est intéressant en amont de se poser la question d'une analyse à 360 degrés
sur les aspects techniques du bâti, parce qu'ils sont évidemment importants et ils doivent être mis en perspective dans une programmation de travaux sur les bâtis scolaires, mais aussi sur tous les autres sujets. Et donc, dans notre approche Mondiag École, qui est un outil disponible sur la plateforme, les collectivités peuvent, à partir de questionnaires finalement assez simples, faire une analyse complète de l'ensemble des sujets qui peuvent amener à une amélioration du patrimoine scolaire. Performance énergétique, qualité des espaces, qualité technique et fonctionnelle des bâtiments, mais aussi des sujets nouveaux et émergents comme la biodiversité dans et autour des écoles, mais la modularité des espaces, comment on fait pour que nos espaces puissent s'adapter, on en a parlé, aux évolutions de la pédagogie, mais aussi des questions comme la gestion des déchets dans les écoles, comme comment est-ce qu'on mutualise un certain nombre de services entre le scolaire, le périscolaire et pourquoi pas d'autres choses. Voilà, toutes ces questions-là qui sont importantes de se poser en amont de la construction d'une stratégie de transformation et de rénovation du patrimoine scolaire. Merci beaucoup. Peut-être on passe la parole à Jean-Christophe Missu. Donc, Elona, startup que j'introduisais brièvement tout à l'heure. Donc, je crois que Jean-Christophe est avec nous. Voilà. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Le Bonjour. voilà. Merci beaucoup, Jean-Christophe, d'être avec nous aujourd'hui. Alors, évidemment, présenter votre solution, vos offres et votre startup, mais avec un focus sur ces deux points particuliers que je mentionnais, à savoir cette approche holistique qui est tout à fait intéressante dans votre modèle, et puis les références et exemples que vous avez dans le secteur scolaire. Absolument, absolument. Merci à tous et bonjour, merci pour votre invitation. Donc, je suis Jean-Christophe Missud et je suis le président de la société Elona à Toulouse. Et ce que nous pensons chez Elona, c'est que effectivement, dans le cadre qui a été le nôtre depuis quelques années, tout d'abord sur éventuellement la toxicité des environnements il y a quelques années, sur le formaldéhyde, sur un certain nombre de paramètres, de gaz. Et nous nous sommes posé la question, notamment dans le cadre de la pandémie, sur d'autres aspects qui pouvaient impacter la connectivité, l'impact sur les professeurs et sur l'adhésion des élèves à leur environnement. Et notamment autour des problématiques de salubrité, voire de sécurité dans les toilettes. Et donc, on s'est posé la question de savoir comment on pouvait aller plus loin dans cette aide à la gestion de ces bâtiments. Parce que nous pensons fondamentalement qu'il n'y a pas de smart city, de smart building, de smart école, sans qu'il y ait une capacité agissante en temps réel et donc d'adapter le bâtiment à son usage. Et donc, ce que l'on va faire autour de ces problématiques, c'est d'associer des solutions qui mettent en place des capteurs et de l'intelligence artificielle permettant de contextualiser ces situations et de déclencher des systèmes de remédiation. Donc, je ne sais pas si vous voyez mon écran. C'est oui, bon ? On le voit. Oui, super. Parfait. Et donc, on s'est dit comment remettre l'homme et les femmes, les enfants au centre de la mesure. Eh bien, on va non seulement mettre en exergue ce qu'on appelle l'invisible, c'est-à-dire des gaz, des particules, de la vibration, mais aussi on va rendre visible le perceptible et de le mesurer parce que les odeurs, notamment d'insalubrité, le bruit dans les cours d'école, dans les classes, vont impacter cette adhésion de chacun d'entre nous aux environnements que l'on propose. Et donc, on va donc construire des banques de données de gaz et d'odeurs, des banques de données de bruit et de son, des banques de données de particules et d'allergènes qui vont ainsi contextualiser les événements et déclencher de la remédiation, un appel pour les équipes de nettoyage, un système d'aération en temps réel, des systèmes de filtration de l'air. Et donc, ce que l'on fait, c'est que l'on va s'inspirer de l'homme de façon à construire justement ces banques de données, de façon à, encore une fois, comprendre ce qui se passe. Et on fait ce que l'on appelle de l'intelligence environnementale ou de l'intelligence situationnelle, et pour pouvoir avoir effectivement des environnements plus sains, plus salubres, et surtout plus productifs dans le côté noble de la productivité, c'est-à-dire la capacité cognitive des enfants qui sont au sein de nos bâtiments. Et alors effectivement, nous proposons des systèmes
très holistique puisqu'on va analyser la qualité de l'air, le bruit, les particules et les allergènes, l'eau et la qualité de celle-ci, de façon à pouvoir, encore une fois, agir. Alors, quelques exemples avant de passer aux écoles sur ce que nous faisons dans les villes, où on va aider à gérer les panneaux de signalisation en ralentissant les trafics en temps réel en fonction du type de pollution. On va pouvoir générer du nettoyage quand on sent des insalubrités dans les abribus. On va bien sûr mieux gérer les sites de construction qui peuvent être au centre de nos villes en générant des rampes de brumisation pour abattre les poussières. Et bien sûr de gérer les îlots de chaleur et les passoires énergétiques en mesurant en temps réel leurs émissions. Mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'on va aussi gérer les environnements intérieurs. Pourquoi c'est plus intéressant? Parce que les environnements intérieurs, nous y passons 90% de notre temps, mais aussi parce qu'il y a aussi toute une série de toxicité, d'origine, de détergents, les éléments de construction qui peuvent impacter effectivement notre santé à moyen terme et puis notre adhésion à court terme. Et donc on a des objets connectés qui vont se poster dans les cafétérias, dans les toilettes, dans les salles de cours, dans les salles de professeurs, dans les cours d'école et qui vont permettre d'agglomérer cette donnée et de pouvoir agir sur le bâtiment en temps réel. Nous avons aussi la possibilité de faire remonter les perçus des professeurs et on va le voir combien ça a été utile dans le cas d'école dans le 5e arrondissement à Paris où nous avons pu ainsi optimiser les environnements les plus cognitifs pour les élèves en corrélant les données environnementales et les données comportementales. Et donc, il y a une plateforme qui permet ensuite de suivre la totalité de ces éléments, non seulement, encore une fois, bruit, gaz, etc., mais surtout d'identifier. Et donc, on va pouvoir ainsi certifier les processus de nettoyage. Donc, le système va sentir, entre guillemets, c'est un peu un nez électronique ou une oreille électronique, il va sentir les détergents et va pouvoir ainsi certifier que ça a bien été nettoyé au bon moment, dans la bonne durée, avec le bon type de détergent et qu'il n'y a pas eu d'impact. Il va détecter les fuites d'eau. Il va ainsi aussi détecter les altercations. Et donc, construire autour des toilettes, notamment, où certaines études montrent jusqu'à 82% des élèves hésitent à utiliser les toilettes des écoles pour des risques associés d'un côté à des insalubrités, de l'autre à un risque d'altercation, eh bien, on va pouvoir, tout en respectant la RGPD, détecter ce type de problématiques. Et donc, on va pouvoir rassembler tout cela, et c'est ce que l'on a fait sur plusieurs écoles, que ce soit dans le nord de la France, à Vieux-Condé, que ce soit dans le 5e arrondissement et rue Saint-Jacques. Et donc là, nous avons contextualisé non seulement les classes, mais aussi la cour d'école, parce que aujourd'hui, il y a toute une série d'indications autour de ces capteurs CO2. Malheureusement, on sait que ces capteurs CO2 sont là juste pour indiquer qu'il y a une présence humaine, une présence organique. Mais elle n'est pas liée à la salubrité, elle n'est pas liée à la propension de cet environnement à disperser le virus, puisque le virus va se clusteriser, que ce soit le Covid ou autre, va s'accrocher à des véhicules dans l'air. Et ces véhicules, ils sont de deux sortes. Ils sont d'un côté l'humidité qu'il y a dans l'air, et de l'autre les particules qui peuvent venir de l'activité, je dirais, du trafic routier autour, mais pas seulement. Et à partir de là, la fluidique et l'aérolique va faire en sorte que cet environnement devienne plus capable de propager ce virus. Et donc, on va mesurer non seulement le CO2, parce que bien sûr, il y a l'activité, mais on va mesurer ces autres paramètres qui vont permettre de gérer cette salubrité environnementale, au-delà, bien sûr, des suivis de processus des détergents. Et donc là, ce que l'on a fait dans le 5e arrondissement, c'est que l'on a suivi les qualités de l'air, les CO2, les formaldéhydes qui peuvent venir d'écoles, des photocopieuses, des détergents utilisés, le bruit, les particules, et ainsi générer des indices de confort, des indices viraux, des indices de qualité de l'air ou des indices d'odeur, permettant ainsi aux chefs d'établissement, voire aux professeurs, de mieux gérer cela en temps réel et pas simplement d'ouvrir les fenêtres, mais aussi de pouvoir se connecter à la GTB, pouvoir avoir ainsi une action non seulement sur la fluidique, mais aussi, pourquoi pas, sur des systèmes de filtration de l'air, que ce soit d'un point de vue COV ou d'un point de vue particulaire.
Juste pour finir, ce que nous avons fait sur l'école de la rue Saint-Jacques, c'est qu'effectivement, nous avons cartographié l'intérieur, mais nous avons cartographié aussi l'extérieur et la cour d'école, de façon à voir quel était l'impact des éléments de pollution atmosphérique sur, bien sûr, la toxicité présente, mais aussi sur l'adhésion des enfants et surtout la connexion entre l'air extérieur et l'air intérieur, de façon à pouvoir là aussi mieux gérer l'énergie et mieux gérer la fluidique. Avec une spécificité qui est la possibilité de façon anonyme, dans les classes d'école, dans la salle de professeurs, de remonter l'état j'ai froid de perception, donc il n'y a pas assez de lumière, trop de bruit, j'ai perçu tel élément, et puis surtout de remonter la capacité cognitive des enfants. Ils sont dissipés, ils sont assoupis, ils sont focalisés, et ce qui permet d'optimiser les environnements de façon, là aussi, à avoir une capacité cognitive maximisée. Donc voilà ce que l'on a fait, et donc on a pu réduire jusqu'à 68% du temps l'impact de ces toxiques et de ces éléments sur l'environnement, et donc améliorer cette salubrité. Et puis nous avons eu toute une série d'éléments qui ont permis d'améliorer cette cognitivité perçue, en tout cas par les professeurs. Donc voilà ce que nous faisons en environnement intérieur et extérieur. Merci beaucoup, c'est passionnant. Et comme il nous reste très peu de temps et qu'il y a Je vous en prie, c'était fini. Merci pour votre temps. Non, Merci. mais je vous en prie. D'autant plus que comme il y a peu de questions, moi j'en ai plein à vous poser en fait, parce que je trouve ça passionnant. Très bien, mais je suis à votre disposition. Super. Alors, j'ai envie de vous dire qui pose, qui paye, où sont les données et comment vous voyez, j'allais dire, que les enfants, par exemple, sont plus, je ne sais plus ce que vous avez dit, enfin, plus attentifs. Vous voyez ce que je veux dire, oui, bien, tout à fait. Voilà, ça pose plein de questions, évidemment, et j'aimerais beaucoup vous entendre là-dessus, parce que c'est... Voilà. Alors, tout d'abord, pour la partie financière, effectivement, ce sont les collectivités locales qui financent l'installation de ces systèmes, ainsi que de l'accès à la plateforme, vous pouvez que nous ce donner soit les conseils départementaux. Une idée du coût dans le 5e, par exemple, ça coûte combien ? Ben écoutez, c'est aux environs entre 20 et 35 euros par mois par module, sachant que chaque module couvre à peu près une centaine de mètres carrés dans le bâtiment. D'accord, merci. Voilà. Et disons qu'il y a des axes, alors bien sûr c'est au doigt mouillé les 100 mètres carrés puisqu'on fait des études de dispersion, bien sûr par classe, mais aussi on regarde les toilettes et les sources principales de nuisances possibles, là où je stocke les détergents, la partie photocopieuse, etc. On ne fait pas une division simplement de la surface par 100 mètres. Quant effectivement à la capacité cognitive, alors là, c'est les professeurs qui déclarent dans cette étude qui a été faite rue Saint-Jacques, je dirais, leur appréciation de l'engagement de la classe dans leur cours. Donc ça, c'est effectivement assez subjectif en entrée, mais par la dispersion statistique des mesures, par la totalité des professeurs s'étant impliqués dans ce test, ça a donné des choses extrêmement représentatives, et ce qui a permis de mieux gérer des choses de base, température, humidité, mais aussi de mieux prévenir des épisodes je dirais, de pollution qui pouvaient avoir un impact, et on l'a montré, et ça a été corrélé avec des données de RPARIF sur le comportement des enfants. C'est extrêmement intéressant. Et donc, les données sont récupérées par la collectivité locale, mais aussi par le directeur d'école, hein, c'est ce que je comprends. C'est cela même. Il y a une arborescence qui permet de donner à tout un chacun en fonction de qui peut avoir accès, qui peut modifier les alarmes, parce que bien sûr, on va avoir des alarmes permettant aux agents d'intervenir en temps réel quand il y a des problèmes de maintenance, des fuites de gaz, des problématiques d'altercation, etc., en temps réel. Ok, merci beaucoup. Je crois que nous avons une dernière question dans la salle. Et je dis que c'est la dernière puisqu'il nous reste 2 minutes. Donc, Oui, je n'entends pas la personne par contre. Non, Ou la ça y est, question est sur le chat. Ça y est, elle a un micro. Oui, non, c'était plutôt une remarque où effectivement je trouve ça vraiment intéressant parce que ça permet de se rendre compte que l'environnement dans lequel nous vivons est très dégradé. Donc voilà, et ça, même si on se le dit, c'est jamais l'information qui permet de le vivre. Et effectivement, moi, ce qui m'interroge, en tout cas c'est plus une réflexion que je vous partage ou une interrogation, c'est sur du coup à court moyen terme, je pense qu'effectivement c'est vraiment un bon vecteur de transformation des environnements et du souci de la qualité de nos environnements sur des éléments invisibles, comme vous avez dit.
Donc moi, je m'occupe plutôt du invisible psychologique, donc je ne suis pas sûr qu'on arrive avec des technologies à le voir comme ça. Mais par contre, c'est vrai que un peu plus sur le long terme, je vous invite quand même à faire attention aux indicateurs plus relationnels entre les différentes personnes. Mais voilà, vous n'avez pas l'ambition, j'ai l'impression, de changer toutes les relations dans les structures. Bien sûr, bien sûr. Et par contre, ce que je trouve intéressant aussi, c'est effectivement les résultats en termes d'attention, etc. Et au cas où, aller voir quand même du côté de l'effet Hawthorne, où quand on change les conditions, qu'il y a une expérimentation qui est faite, les gens aussi ont spontanément des comportements un peu plus différents. Je trouve ça très intéressant sur la qualité de se rendre compte que notre environnement est complètement dégradé. Merci. Absolument. Ce que vous avez totalement raison. Ce que je voulais dire, c'est que notre mission, elle est de remettre les hommes et les femmes au centre de la mesure. C'est qu'il y a beaucoup d'approches analytiques, tant de CO2, tant de NO2, tant d'ozone, etc. Mais on oublie qu'en fait, nous apprécions le monde qui nous entoure par nos sens. Bien sûr, l'invisible est important parce qu'il a des effets toxiques non perçus, mais l'adhésion à notre environnement, que l'on soit un enfant ou que l'on soit un professeur ou que l'on soit chacun d'entre nous dans les environnements qui sont les nôtres, on y adhère par nos sens. Et donc, il faut aussi pouvoir mesurer ces perceptions d'insalubrité, ces perceptions de bruit agaçant, de façon à pouvoir, encore une fois, agir surtout. Ça, c'est important parce que sinon, on ne fait que subir. Et il faut donc rendre, et dans la conception de ces bâtiments, il faut les rendre organiques. Il faut les rendre réactifs à leur usage, comme on a pu le faire sur l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, qui en fonction des passagers va s'adapter à son usage. Eh bien, je pense que l'école de demain doit adapter à son usage, parce qu'effectivement, si on transforme une salle en association, si on transforme, je dirais, une cafétéria en espace scolaire, eh bien, il faut pouvoir gérer cela en temps réel, par la GTB, par les ouvertures éventuellement de portes, par les flux, et c'est un peu ce que nous essayons de proposer. Merci infiniment. Écoutez, nous avons malheureusement... Il y avait juste une question sur la lecture des données faites aux enfants. Effectivement, si vous allez sur YouTube, vous verrez qu'il y a sur Condé, sur Vieux Condé, une possibilité aussi de partager ces données avec les enfants. Voilà, c'était juste pour répondre à la question qu'il y avait sur le chat. Je ne l'ai pas dit parce qu'un de vos collaborateurs a répondu sur le chat. En conclusion, voilà, je voudrais remercier l'ensemble de nos intervenants. J'ai trouvé à titre personnel cette matinée passionnante, mais aussi l'ensemble des participants à ce hub des territoires pour leurs questions et leurs témoignages. Un atelier va suivre de présentation de Mondiag École. Nous restons à l'écoute de vos remarques sur ces présentations. Peut-être nous referons un hub des territoires sur ce thème-là, qui visiblement est très important. Antoine, un mot de conclusion ? Juste un mot pour dire aux personnes qui participent à l'atelier qu'on va, nous, ici, qui sommes au hub, se changer de salle pour faire l'atelier. Donc, il va y avoir 2-3 minutes de patience. Et puis après, c'est directement dans 2-3 minutes. Exactement. Sur le même lien Teams, vous n'avez pas à bouger. Juste attendez-nous, on arrive. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et un bon atelier. Merci.